bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la bibliothèque de Coucy-le-Château pour lancer la deuxième saison de Virgule, l'émission littéraire de la Picardie des Châteaux. Merci Alexandra Kozelik d'avoir accepté notre invitation et d'être l'invitée du premier numéro de 2026 aujourd'hui. C'est un plaisir, merci, merci d'être venue, merci Isabelle. Alors pour commencer, on va faire un petit traditionnel portrait de l'autrice invitée. Donc tu es professeure de lettres classiques, tu enseignes donc le français, le latin et le grec ancien. Et tu es aussi écrivaine avec un premier roman qui est paru en 2019. Tu es une jeune autrice. Et depuis, les romans se sont, je ne vais pas dire accumulés, mais en tout cas, se sont enchaînés assez rapidement, puisque après À crier dans les ruines, La 10e muse, L'archiviste, comme une trilogie. Oui, c'est vrai, on peut la voir comme ça. Et puis ensuite, tu as écrit des romans pour adolescents, jeunes adultes, avec Le Sanctuaire des Monas et puis aujourd'hui, on va parler notamment du Reste du monde, qui fait partie lui aussi d'une trilogie, mais une trilogie avec deux autres autrices. Alors, peut-être que tu as des éléments à ajouter pour te présenter. Est-ce que tu as... Oula, alors j'ai été très longtemps une très grande lectrice. Donc je suis contente d'être dans une bibliothèque. La bibliothèque, enfin les bibliothèques, parce qu'il y en a eu plusieurs, étaient vraiment des refuges pour moi, comme un sas, oui, en dehors de la réalité. Et j'avais besoin de me retrouver avec mes... Enfin, je dis mais c'était pas mes livres, mais avec les livres, ou de discuter aussi avec les bibliothécaires. Enfin, c'était vraiment comme une maison pour moi. Et donc, comme toute bonne lectrice, je pense que j'ai mis du temps avant d'arriver à l'écriture, parce que j'avais lu tellement de magnifiques livres que pour moi, alors déjà, les auteurs étaient... forcément mort, enfin il n'y avait pas d'auteur contemporain et en plus c'était difficile de me dire que j'allais être au milieu d'eux, au milieu de ces grands auteurs et donc je suis venue à l'écriture assez tardivement, on va dire vers mes 30 ans. Même si j'aimais beaucoup raconter des histoires, mais ça passait toujours par... Enfin, je voulais pas les mettre par écrit. Même j'ai retrouvé des rédactions où le professeur de français me disait vous avez une très grande imagination. Donc voilà, j'aimais bien partir dans mes mondes, mais je n'écrivais pas. Enfin, je développais pas d'univers. Et puis après, je suis venue à l'écriture un petit peu par besoin, où j'ai eu besoin de déposer quelque chose que j'avais vécu. Et là, en fait, je l'ai déposé sur un blog, parce que j'avais un blog de lecture. Et les commentaires ont été élogieux en disant mais de quel livre est extrait ce passage. Donc je leur ai dit non, en fait c'est moi qui l'ai écrit, donc il n'y avait pas de... Et voilà, je suis venue à l'écriture assez tardivement. Voilà. C'est dans Page volée que tu dis « J'écris en cachette depuis une dizaine d'années ». C'est ça, cette cachette Oui, c'est ça, oui. Et puis, oui, voilà, il n'y avait pas... Le chemin vers l'écriture a été très long, puisque sur ce même blog, j'ai animé un atelier d'écriture pendant 10 ans, pendant 6 ans. Et il y avait des participants qui ont commencé à être publiés, donc un premier roman, un deuxième roman, j'étais contente pour eux en fait. Mais là non plus, je me voyais pas être publiée. C'était pas dans mon monde en fait en quelque sorte. Et c'est un auteur qui participait à mon atelier mais sous pseudo. Qui m'a dit écoute là vraiment je vois vraiment des choses en toi, il faudrait que tu passes à une écriture plus longue parce que là ça fait 6 ans que tu écris un texte par semaine,
Et donc, voilà, passe à la vitesse supérieure. Et je me rappelle lui avoir dit, mais je n'ai rien à raconter. Et là encore, il m'a dit, écoute, c'est un prétexte. Donc, arrête de te cacher derrière tout ça et lance-toi, vas-y. Et je me suis lancée. Et après, à partir du moment où je ne sais pas, quand on ose quelque chose, après, c'est comme si on voulait rattraper un peu le temps perdu. Et qui n'est pas du temps perdu, puisque voilà, enfin c'est le temps de la maturation. C'est quelque chose qui était vraisemblablement en moi et donc qui se déverse. Et voilà, d'où ces livres, 7 livres depuis 2019. Ouais. Oui, parce que dans les livres, j'ai oublié de présenter Page volée, qui est un petit peu à part, on y reviendra, et qui est comme une manière d'expliquer aussi ton parcours d'autrice et de revenir sur tes 3 premiers romans. Alors, avant de développer un petit peu ton parcours et qui tu es en tant qu'autrice, est-ce que tu as une devise ? Alors, pour t'aider, moi, j'en ai trouvé 2 possibles. Dans ton profil Instagram, tu dis « Faire du réel un songe, de l'imaginaire une mémoire ». Oui. Ça reflète oui, c'est vrai. Oui. assez bien, je trouve, ton livre, enfin tes livres. Et tu parlais de refuge pour la bibliothèque, et dans Page volée, tu parles de l'invention comme refuge. Oui, c'est vrai aussi. Oui, tout à fait. Oui, alors effectivement, pour moi, la réalité et l'imaginaire se confondent. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait des études de lettres classiques, parce que dans les études de lettres classiques, il y a Homère, donc avec l'Odyssée. L'Odyssée, quand il raconte l'Odyssée, c'est le merveilleux et le réel, en fait, en quelque sorte. Et donc, il y a de ça, en fait. Quand je regarde le monde, à chaque fois, je sais pas, je pense à un mythe, je pense à un dieu, je pense à... Voilà, donc on est tous des dieux et des déesses. Et donc... ou des héros, je trouve. Et on a chacun, en fait, une particularité, une caractéristique qui est propre aux héros, je trouve. Et donc voilà, j'entremêle la réalité et la fiction. Pour moi, parfois, il y a des choses réelles qui sont complètement invraisemblables, où on se dit, mais c'est pas possible que ça arrive. Et parfois, dans la fiction, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est très réel aussi. Donc voilà, j'aime bien cet entre-là. Et alors, effectivement, est-ce que tu as l'impression que dans tes romans pour adolescents, tu t'autorises davantage cette place de l'imaginaire ? Alors là aussi, c'est pas forcément quelque chose que j'ai osé toute seule. C'est-à-dire qu'après À crier dans les ruines, ce sont des éditeurs donc pour les grands adolescents qui sont venus me chercher pour me demander si je voulais écrire justement pour cette tranche d'âge-là. Et quand je les ai vus pour la première fois, je leur ai dit que... en fait, ils m'ont demandé si j'avais déjà un texte, alors je leur ai dit que non, je n'avais pas de texte. Et donc ils m'ont dit, écoute, là, la jeunesse, enfin je connaissais un peu la jeunesse de par mon métier, mais la jeunesse pour l'écriture ne te met aucune barrière. C'est-à-dire que autant en adulte tu peux avoir peut-être des genres, des codes bien définis, etc. Là, explose toutes les barrières. Et donc je me suis dit ok, je vais exploser les barrières et donc je vais créer un monde en fait avec le sanctuaire des Monas. Voilà, c'était vraiment le côté le monde tel que le monde idéal pour moi. Et effectivement, dans le sanctuaire des Monas, il y a deux parties qui alternent en fait. Un qui est complètement dans un imaginaire et un passé, et l'autre qui est plus dans une réalité, mais une réalité qui flirte aussi avec le mythe et avec l'imaginaire. Oui, complètement. Oui. Et d'ailleurs, en fait, généralement, on me dit, mais est-ce que c'est de la fantaisie ? Alors je leur dis non, c'est pas de la fantaisie puisqu'il y a un monde réel. Et donc, il n'y a pas réellement de genre. Voilà. Parce que l'urban fantasy, c'est pareil, c'est pas exactement ça. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ne pas me mettre dans un carcan. Voilà. Et donc, d'exploser les codes, en fait, en quelque sorte. Et là, de voir que les deux mondes, la réalité et l'imaginaire, s'entrecroisent et même sont complémentaires.
Et quand tu écris juste, par exemple, le sanctuaire des Monas, tu sais que c'est pour les adolescents. Ça correspondait, enfin, adolescents, jeunes adultes, ça correspondait à cette commande. Ah oui, totalement. Oui, j'ai commencé le sanctuaire justement après la rencontre avec les éditeurs. Ouais. Tu as l'impression qu'il y a une différence quand tu écris pour adultes ou pour adolescents? En fait, alors quand j'ai écrit le Sanctuaire des Monas, alors Sanctuaire des Monas c'est pour à partir de 15 ans à peu près, enfin 13-15 ans, mais après les adultes peuvent le lire aussi, y a pas de... Puisque le personnage principal est jeune, à 17 ans. 17 ans. Voilà. En fait, au départ, je me suis demandé justement, enfin j'ai demandé à l'éditrice qui allait me suivre si elle ne pouvait pas suivre l'avancée de mon écriture, puisque j'avais écrit donc 2 romans pour les adultes, et là je voulais justement ne pas écrire pour les adultes. Et donc on a pas mal parlé, elle m'a dit que ce qu'elle voulait c'était que j'écrive de la même façon, donc ça c'était super parce que je ne me voyais pas tordre mon écriture. Et donc, mais à côté de ça, je voyais bien que obligatoirement les livres pour la jeunesse, on ne doit pas être dans la contemplation, pas trop. Il faut qu'il y ait de l'action. Voilà, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait des rebondissements, etc. Et moi, généralement, quand j'écris, je pars un petit peu, et donc parfois, il peut y avoir de la contemplation. Et donc là, je voulais vraiment savoir si cette écriture-là était convenait. Et donc, j'envoyais tous les 100 000 signes, à peu près, pour savoir si j'étais bien encore dans le bon timing, en fait. Et donc, le Sanctuaire des Monas a une suite. Voilà, Les Disparus de la Cité Mère. Et là, en fait, j'ai complètement... là aussi, en fait, dans le Sanctuaire des Monas, on aperçoit à la fin cet autre monde. Et dans Les Disparus de la Cité Mère, là, en fait, nous sommes dans l'autre monde. Mais cet autre monde a une incidence, en fait, sur la réalité. Et là, j'ai créé, effectivement, plein de... Il y a des animaux qui n'existent pas, il y a des coutumes qui n'existent pas, un folklore qui n'existe pas, enfin, voilà. Et donc ça, c'était super. Enfin, vraiment, je me suis vraiment beaucoup amusée. Et là, tu es allée puiser dans des mythes Alors, parce que je connaissais, moi, des mythes, mais je ne voulais pas reproduire forcément des mythes, mais prendre un petit peu de chaque. Et de toute façon, en fait, les mythes, on voit qu'il y a des choses qui reviennent. Et donc là, c'était vraiment de me dire, ok, bon ben, Tolkien a créé un monde. Allez, on va créer un monde. Et donc voilà, c'était ça aussi, c'était de me mettre dans mon monde, quoi. Voilà. Et donc, ce monde, tu l'écris pourquoi, cet autre monde? C'est une manière de... C'est encore un refuge? Pourquoi je l'écris parce que alors l'idée de cette duologie, parce qu'il y a 2 tomes et puis donc et voilà, c'est vraiment de dire là aussi que la réalité et la pensée. En fait, l'idée c'est de se dire que alors j'ai repris une idée platonicienne qui serait de dire que le monde des idées existe vraiment. Mais vraiment, voilà. Et donc, à force de penser, parce que comme tout est énergie, à force de penser... on le fait exister. On le fait exister. Obligatoirement, quelque part, il existe, mais on ne le voit pas. Et donc, selon moi, selon ma théorie, il faut que les deux soient équilibrés pour que le monde, notre monde, soit le plus positif possible, en fait, le plus idéal possible. Sauf que quand les idées, justement, ne vont plus très bien, notre monde ne va plus très bien non plus, obligatoirement. Et donc les 2 héroïnes, elles vont aller dans cet autre monde, à travers un portail, pour justement tenter de voir comment réussir à rétablir tout ça. L'une des 2 héroïnes s'appelle Sélénée. Oui. Donc un lien fort avec la Lune. Oui, tout aussi. à fait. D'ailleurs, elle a un croissant de Lune. C'est ça. Voilà. Sur le poignet, je ne sais plus si c'est le droit ou c'est ça. gauche. Alors, je ne sais plus non plus. Qui est une trace
Parce qu'elle est aussi en quête de son passé, et cet autre monde va peut-être lui permettre de résoudre cette quête. C'est ça, parce que c'est une enfant donc, adoptée, donc elle ne sait pas qui sont ses parents. Voilà. Donc, Et quand tu écris pour les adolescents ou jeunes adultes, est-ce que tu penses qu'il y a nécessité que les personnages aient cet âge-là? Alors, parce que dans le Sanctuaire des Monas, oui. Elles ont 17 ans. Oui. Le reste du monde, 17 ans aussi. Oui, oui, c'est vrai. Je pense que c'est plus une demande des éditeurs qu'une demande, un besoin ou une nécessité de ma part. Après, j'essaye de me plonger dans mes lectures quand j'étais adolescente. Je ne sais pas si on s'identifie plus. Quelqu'un qui a le même âge. Ouais, quelqu'un qui a le même âge. Je pense quand même un petit peu. Je pense qu'il doit y avoir quand même un côté fondé, quoi. Ouais, ouais. Et puis 17 ans, c'est vraiment un âge vraiment très charnière, c'est-à-dire on est encore l'adolescente, voilà, ou l'adolescent, mais on a des visées de liberté. Enfin voilà, c'est donc les parents, ils nous voient encore comme des bébés. Il y a des aspirations à grandir. C'est ça. Et donc oui, 17 ans, moi j'aime bien, c'est un âge charnière, c'est-à-dire et j'aime bien aussi, les élèves que j'ai ont 15, ils n'ont pas 17 ans, mais ils ont 15 ans. Et ce que j'aime chez eux, c'est de voir qu'il y a à la fois encore ce côté un peu enfant, de temps en temps, sur certaines réactions, et à d'autres, au niveau de la réflexion, de voir déjà l'adulte en germe. Et j'aime bien également à 17 ans, donc pour ces romans-là, ce passage à l'âge adulte. Là, le roman que je suis en train de corriger justement pour Robert Laffont, le personnage a 17 ans aussi. Peut-être qu'un jour on les verra grandir, ces personnages. Oui, oui. Mais justement, c'était une question de l'éditrice, là, une question qu'on s'est posée avec l'éditrice. Est-ce qu'elle reste à 17 ans? Est-ce qu'on l'a fait augmenter, 19, 21, voilà. Et peut-être, oui, effectivement, peut-être qu'ils vont grandir, je ne sais pas. En tout cas, là, celui-ci, mon fils a 16 ans et demi. Et le livre que je suis en train, il est terminé d'écrire, mais que je suis en train de corriger, il est né justement parce que je voyais mon fils dans ces âges-là, et j'avais envie en fait de questionner. En fait, obligatoirement, quand je le vois évoluer, ça me questionne. Donc, des questions naissent des romans. Voilà. Et là, la fiction s'empare d'une réalité. C'est ça, c'est ça. Alors là, pour le coup, c'est pas un livre du tout d'imaginaire. C'est vraiment un livre réel. Alors, il y a quelque chose qui parcourt tes livres, que ce soit pour adultes ou pour adolescents, c'est que ce sont essentiellement des héroïnes féminines. Oui, c'est vrai. C'est un choix ou c'est un hasard? Alors, je pense qu'à force, ça ne devient plus un hasard, parce que... mais je ne peux pas dire que ce soit un choix non plus. Disons qu'il n'est pas conscient, ce choix. Tu ne le forces pas, en non. disant je vais écrire sur un personnage à partir d'un personnage féminin. Tout à fait. Oui, non, je ne me force pas. Et d'ailleurs, le deuxième roman, c'était donc La 10e muse, c'était un personnage masculin. C'est peut-être le seul, pour l'instant. Mais complètement, oui. Mais c'est pas... Oui, non, c'est pas forcément conscient. Mais j'ai peut-être plus de facilité ou... alors pour les romans, pour les grands adolescents, jeunes adultes, pour moi c'est plus simple, effectivement, de me remettre dans mes propres questionnements. Et voilà. Mais c'est vrai que là, ça me titille quand je vois mon fils grandir. En fait, peut-être pour lui dire non mais je n'oublie pas les personnages masculins. Voilà. Et je pense que, peut-être que le prochain pour les grands adolescents sera peut-être un garçon. Voilà. Après, il y a des personnages de garçons oui, tout à fait. dans les romans, mais c'est pas eux qui sont les héros de l'histoire jusque-là. En fait, mon éditeur pour La 10e muse, il me disait que en fait, je ne vois pas les personnages comme garçons ou filles ou hommes, femmes. Pour moi, ce sont des personnages. Et par exemple, dans L'Archiviste, K, qui est une femme,
pendant la moitié du roman, enfin durant l'écriture, c'était un homme. Et je l'ai changé, mais je l'ai changé parce que ça n'allait plus, parce que pour moi, une personne investie de la sorte ne serait pas restée dans sa bibliothèque, mais serait allée se battre. Et donc, je me suis dit, ok, là, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, donc K va se transformer, enfin se métamorphoser. C'est kafkaïen. C'est ça. Et je n'ai pas changé du tout son caractère. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de métamorphoser le personnage. Il y avait effectivement des le, alors il fallait à tout prix qu'on en enlève le plus possible, même dans les corrections, parce que obligatoirement, quand on relit quelque chose, on le relit mais avec notre prisme, c'est-à-dire qu'il y avait des le, mais que je voyais pas. Voilà. Et donc, les accords aussi. Les accords aussi, ouais, complètement. Donc voilà, donc pour moi c'est pas forcément conscient, cette idée de genre. Non, pour moi le personnage c'est avant tout un personnage, pas quelqu'un de genré. Enfin c'est bizarre peut-être à dire, mais... Alors outre le réel, qu'est-ce qui les fait naître ces personnages? Eh bien... Par exemple K, comment est-elle née? Comment est-il ce personnage né? Alors K, en fait, l'idée de l'archiviste est née après une rencontre que j'avais faite avec des lycéens. Je l'ai rencontré pour mon premier roman, À crier dans les ruines, qui est un roman adulte mais qui a remporté des prix de lycéens. Donc comme quoi, voilà, quand on est lycéen, on peut lire de l'adulte, et quand on est adulte, on peut lire des romans de lycéens. Et en fait, ils m'ont posé plein de questions sur la guerre qui venait d'avoir lieu en Ukraine. Comme le roman se passait en Ukraine, voilà, ils m'ont posé des questions autour de ça, et surtout ils m'ont demandé si je ne pouvais pas écrire autour de cette guerre et la suite d'À crier dans les ruines. Alors bon, je leur ai dit, écoutez, non, j'ai pas prévu d'écrire une suite à À crier dans les ruines. En plus, ça faisait 3 ans qu'il était sorti, donc pour moi, voilà, c'était un livre qui était terminé. Mais eux, donc les lycéens, ils m'ont dit qu'il fallait que j'écrive ce texte parce qu'ils ne comprenaient pas cette guerre, que pour eux c'était les mêmes pays et qu'ils ne comprenaient pas trop pourquoi il y avait des identités différentes. Et donc je leur ai dit non, je ne vais pas écrire ça, je n'ai pas prévu. Et ils m'ont dit oui, mais si vous ne le faites pas, qui va le faire? Et donc, parce que les lycéens, ils ont ce franc-parler en fait, que j'aime bien. Et habituellement, c'est moi qui donne des devoirs aux élèves. Et là, c'était les élèves qui me donnaient en fait un devoir. Et donc l'après-midi, je rencontrais l'archiviste de Compiègne. Il m'a donc fait une visite justement de sa bibliothèque d'archives. J'ai manipulé certains livres, etc., des livres rares, voilà, avec des gros. Et dans le train du retour, cette histoire autour de l'archiviste est née. Donc, c'était pas une commande, parce que, voilà, mais j'ai pas revu non plus ces lycéens-là, donc ils savent pas forcément que ce livre a été écrit grâce à eux. Et eux ne l'ont peut-être pas, non, eux l'ont peut-être lu, on ne sait pas. Ah peut-être, oui, je ne sais pas. Et après, je pense vraiment que mes personnages naissent à partir d'un lieu. C'est-à-dire que pour moi, pour K, il fallait d'abord que j'imagine sa bibliothèque. La bibliothèque qui faisait naître justement son caractère. Pour À crier dans les ruines, c'était la forêt autour de Tchernobyl, qui était presque une forêt vivante. Et pour moi, il y a vraiment un reflet, une résonance entre le personnage et la géographie. Il s'inscrit dans un paysage et dans une géographie, en fait. Tout à fait. Pour moi, vraiment, le lieu est quasiment le premier personnage. Ouais. En fait, j'ai l'impression que j'écris différemment en fonction du lieu. C'est-à-dire que l'archiviste, tout se passe quasiment dans sa bibliothèque. Et donc, l'écriture, pour moi, elle m'étouffait. En fait, j'étais moi-même dans les
les rangées, etc. Et il y a un passage où elle prend la moto et où elle est, elle est contente. En fait, elle va dans la forêt et là, je me suis dit, ah, c'est génial. De nouveau, je retrouvais mon espace. Pour le reste du monde, il y a aussi un endroit autour de l'Urbex, un sanatorium en ruine. Et la ruine, elle participe effectivement à ce personnage. C'est quand même des lieux souvent soit effectivement en ruine, soit à sauver, parce que cette bibliothèque, elle est aussi à sauver. Tout à fait. En tout cas, tout ce qui est dans cette bibliothèque, puisqu'il y a la guerre, il s'agit de sauver les livres, les œuvres d'art. Et donc, cette archiviste, elle va s'employer à ça. Oui. Il y a quand même cette volonté de sauvegarder des lieux, ou en tout cas d'en explorer l'histoire. Oui, oui, complètement. C'est vrai qu'on peut voir ça comme ça, et on peut voir aussi, moi quand je suis en Grèce ou en Italie dans les ruines, ce n'est pas c'est pas la déchéance que je vois, c'est toute la vie qu'il y a eu et qui reste encore là. C'est-à-dire que je me dis qu'il y a des Grecs qui ont marché aux mêmes endroits que moi. Et ça, c'est génial, voilà. Et donc, je m'imagine mettre tes pas. Je suis avec eux à Pompéi, à Herculanum, voilà, et faire revivre ça, voilà. Alors, peut-être qu'on peut lire un extrait de Pages volées où tu développes ton processus justement d'écriture en parlant justement du mystère de cette écriture. Alors, c'est au début. Est-ce que ça présente un petit peu ton œuvre et ta manière d'écrire? Et donc, je lis jusqu'à la fin? Enfin, pas la fin du livre. Hein, ouais. Alors, vous avez prévu les duvets? Pas nécessaire, peut-être, aujourd'hui. Non, c'est vrai, en plus. Ben, c'est parfait. Alors, allons-y. Il y a quelque chose de mystérieux dans l'écriture d'un roman. Il nous appelle... On sait que quelque chose est là, en germe. On ne peut faire autrement que de l'écrire. Je ne vais pas contredire cette idée. De toute façon, mon inconscient me forcera à me ramener à cette idée, avec une opiniâtreté certaine. Mais, pour éviter de partir dans tous les sens, je fais semblant d'avoir une certaine maîtrise de ce que je m'apprête à raconter. Je commence par le synopsis. L'étymologie grecque, vue d'ensemble, dit parfaitement ce que c'est. Je suis sur une terrasse imaginaire, je surplombe, d'où je suis, je peux percevoir les grands axes, les cours d'eau, les incidents géologiques, les failles, les trous dans lesquels peuvent sombrer les personnages, mais aussi les ramifications. Ce caillou anodin, presque invisible, aura une incidence sur le parcours de l'Ain, et cette rivière, au flux ténu, plongera dans un fleuve plus fougueux, même si, pour l'instant, elle n'est qu'une eau dormante. Une fois ce tableau vivant créé, je m'en détourne. Pour mieux dépasser ces frontières, elles ne sont pas des barrières, elles sont des limites que je m'empresse de franchir. Sur les 4 romans que j'ai publiés, un seul n'a pas changé de fin. À force de changer, de couper, de réécrire, combien de fois? 5, 10, 20 ? L'ordinateur est un cimetière de textes tronqués. Je me plais à imaginer un concept impossible. Publier toutes les versions d'une même histoire. Et toi, tu as lu quelle version de l'archiviste? Personne ne le saurait avant de le terminer. D'ailleurs, n'est-ce pas ce qui existe déjà? Un lecteur n'a-t-il pas sa propre lecture? L'auteur ne sait jamais comment son livre sera perçu, d'autant plus qu'avec le temps, le livre peut de nouveau être lu pour des raisons qui n'étaient pas les siennes au moment de sa publication. À crier dans les ruines a été lu comme un roman d'amour à sa publication. 3 ans après, de nouveaux lecteurs le découvrent suite à l'invasion ukrainienne, y décernant désormais la répétition d'événements sur une terre meurtrie, l'exil des familles, la difficile reconstruction. Celle que vivent de nombreux Ukrainiens en ce moment sur le sol français. Voilà quelques jours que je suis en résidence d'écriture à Mortagne et j'écris déjà des imprévus. Mon corps a choisi de devenir une caisse de résonance de ce que j'écris. Les mots qui me cisaillaient enfant sont revenus tels qu'ils étaient. Ils occupent les mêmes formes dans un corps devenu adulte, à croire que le corps si enclin au temps et à ses déclins garde une mémoire intacte des troubles.
Et on retrouve cette place de la mémoire ici et des lieux qui racontent aussi une histoire avant même que les personnages finalement ne surgissent. Oui, complètement. Et je pense que Page Volée aussi a pu naître aussi parce que j'étais en résidence d'écriture dans un lieu qui n'était pas à moi. Donc quand on écrit chez soi, il y a toujours un placard à ranger, des carreaux à faire, la vaisselle, enfin il y a toujours des petites choses comme ça. Le quotidien, voilà. Et là, non. En fait, là, je suis à la fois dans un endroit assez cosy, avec des livres, enfin tout est fait pour le bien-être d'un auteur. Et de façon étrange ou paradoxale, ne pas être dans mes meubles, dans mes archives, dans mon histoire, peut m'y conduire plus facilement. Un refuge. Un refuge, voilà. C'est un mot-clé qu'on retrouve dans ton écriture. Oui, c'est vrai. Alors, on a l'habitude, en virgule, de parler d'une œuvre amie ou d'un coup de cœur de l'auteur, de l'autrice invitée. Et quand je t'ai posé la question, tu m'as dit que tu voulais parler de Ghost Stories de Siri Hustvedt. Pour le présenter, qu'est-ce qu'on peut dire juste en quelques mots? Que c'est un livre qui a été écrit après donc, la mort de Paul Auster, qui est son mari. Et en fait, j'en ai entendu parler parce qu'elle disait que c'était un livre de revenants. Enfin, pas un revenant avec les zombies, etc., mais un fantôme. Pour moi, on a plein de fantômes en fait autour de nous, et tous nos disparus en fait restent malgré tout avec nous. C'est-à-dire que tant qu'on pense à eux, tant qu'on parle d'eux et qu'on dit leur nom, pour moi, ils ne sont pas morts en fait. Une personne meurt à partir du moment où on n'en parle plus. Et là, en fait, elle dit aussi que il est toujours là. Et moi, j'adore Paul Auster. Enfin, je trouve qu'il a, il a un magnétisme assez grand. Ses livres aussi me traversaient en quelque sorte. Et donc, j'ai eu envie de lire ce livre-là comme une parenthèse qui se refermerait, non pas par sa bouche, enfin la bouche de Paul Auster, mais par la bouche de sa femme. Et donc voilà, et je trouve que c'est un livre, on ne peut pas dire que c'est un livre de deuil, c'est un livre sur le deuil, effectivement, donc elle a perdu son mari, mais c'est un livre qui dit à quel point, enfin pour moi c'est un livre de vie. C'est un livre qui dit, qui est rempli, qui n'est pas vide, mais qui est rempli. Oui, c'est un livre de consolation, d'amour. Enfin, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de consolation. D'ailleurs, elle commence par dire « Je suis vivante. Mon mari, Paul Auster, est mort. Il est mort le 30 avril 2024 à 18h58, ici dans la maison de Brooklyn, où j'écris maintenant ces mots. Nous mourrons tous, mais seuls certains d'entre nous savent que nos vies pourraient se terminer à brève échéance. Même si j'ai souvent pensé à ce que signifierait vivre sans Paul, j'ai commencé à y songer plus souvent. Je m'imaginais marcher seule autour de notre maison. Je m'imaginais le pleurer. Si ton père meurt, ai-je dit à notre fille, Sophie, je perdrai mon quotidien. Et il y a effectivement cette question de l'absence, de la perte, mais de comment on comble par le souvenir et par l'attachement à tout ce qui a été, tout ce qui a été partagé en fait au long depuis leur rencontre. Oui. Et puis, il avait un rapport à la mort, je trouve, qui était assez serein. Elle le dit d'ailleurs, il n'avait pas peur de la mort. Et donc, je trouve que ça remplit aussi ça. Enfin, son aura remplit ce livre de, je ne sais pas, une forme d'apaisement. C'est paradoxal vu le sujet, mais voilà, Enfin, voilà. C'est donc j'ai eu envie effectivement d'en parler ici. Et ce n'est que en fait, je n'avais pas terminé le livre quand
j'ai dit à Isabelle que j'aimerais bien parler de ce livre. Et au fur et à mesure de ma lecture, je me suis rappelé qu'effectivement, je venais aussi pour parler de Pages volées, qui est aussi quelque chose autour du deuil. Et d'ailleurs, je me rappelais plus, mais je parle de la mort de Paul Auster dans Pages volées. Et donc, c'est ce que je disais à Isabelle en arrivant, c'est-à-dire les livres sont vraiment une conversation ininterrompue, en fait. C'est vraiment c'est une conversation collective. Et c'est vrai qu'en lisant, alors je ne l'ai pas non plus terminé, Ghost Stories, mais en le lisant, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment plein d'échos avec Pages volées. Par exemple, il est publié dans une collection hors fiction de Gallimard, et dans la dédicace que tu m'as faite il y a quelques années de Pages volées, tu m'as dit un livre de non-fiction. C'est assez troublant, ces parallèles, ces points communs. Il y a la forme aussi. Oui, c'est vrai. Il y a une forme très fragmentaire, forme du journal chez Sirius Vet. Et Pages volées, c'est aussi un journal. C'est-à-dire au nom de cette résidence d'écriture, et entre deux d'ailleurs, puisqu'il y a eu différents temps. Donc tout est daté. Oui, tout à fait. Oui. Il y a effectivement la question du deuil, il y a une forme d'introspection qu'on a dans les deux livres. Et puis il y a aussi au niveau de l'écriture, c'est-à-dire que dans Ghost Stories, il y a des écritures différentes, des mails, comme pas des post-it, mais presque, des notes, des lettres aussi. Et dans Pages volées, il y a aussi effectivement, parfois l'écriture se faisait un peu plus en vers libre, en fait, en quelque sorte. Et donc c'est intéressant de voir ça, comme si donc il y a une écriture fragmentaire certes, mais plurielle comme si le paradoxe. On parle de la mort, donc quelque chose de plus de vide, et donc il faut remplir ça avec différentes formes pour dire non, la vie est là. C'est un peu comme Victor Hugo qui dépose un brin de bruyère. C'est la fin, c'est. Je me rappelle plus. De où ? Oui, ouvert et de brouillard. Oui, voilà. Et en fait. Et de bruyère. Oui, c'est ça. Et donc c'est ça. Et de bruyère en fleurs, c'est exactement ça. De ouvert et de bruyère en fleurs. Et donc c'est le vert. Finalement, c'est la vie. Les fleurs bruyères, elles sont pas juste en bruyère. C'est pas la bruyère, c'est en fleurs. Et donc c'est de dire justement la multitude des choses, parce que la vie est là. Alors ce numéro de Virgule, il est en amont de la fête du livre de Merlieu qui aura lieu le 4 octobre 2026, mais nous t'avions invité en 2023. Et dans Pages volées, Merlieu, le 1er octobre 2023. Tu veux bien nous lire cette page ? Bah oui, s'il te plaît. J'espère que je me rappelle plus ce que je dis. Merlieu, le 1er octobre 2023. De nouveau, je suis à un salon. Mes livres devant moi, les livres devant moi, les passants m'interrogent sur mes personnages. Et si j'établissais leur carte d'identité, quelle serait-elle ? Mettre un peu de mes parents chez les personnages que je crée, afin de leur donner une vie, pour compenser celles qui ont été abrégées. Les décrire, m'illusionner, donner vie à mes parents, aller à l'encontre de ce qui existe, me faire docteur Frankenstein par l'écriture, les rendre plus près de moi, pouvoir leur caresser la joue, ou presque, faire que la fille les embrasse, leur dise au revoir, puisse les guérir ou les aider, même quand il est trop tard. La littérature, c'est ça. Il n'y a jamais de trop tard. Il y a toujours une façon d'y revenir, d'allonger la scène, de l'éterniser, d'ouvrir de nouveau une porte fermée et de regarder mes monstres, mes parents dont je ne sais plus rien, si ce n'est ce qu'on m'a raconté d'eux. Pourquoi n'aurais-je pas le droit, moi aussi ? Inventer mes parents, inventer un pays qui n'existe plus, pouvoir y revenir malgré tout. Comme dans la maison de mes parents, dont je poussais la porte sans avoir l'impression d'être une étrangère, l'invention comme refuge. Vous voyez ce qui se passe dans la tête d'un auteur quand il est en dédicace dans un salon. Il pense à son écriture, il pense à ses personnages, et chaque visiteur est potentiellement va inspirer le personnage. En tout cas, va être une manière de rêver les personnages. Complètement, oui. Aussi.
Et chaque question en fait posée, c'est vrai que avant d'écrire, moi je n'osais pas parler aux auteurs. Je disais toujours, moi je me rappelle j'avais vu Claudie Gallet et j'étais allée la voir et j'avais dit, j'adore ce que vous faites. Voilà, et je ne savais plus quoi dire d'autre. Et c'était elle qui m'avait tiré les fils, voilà, elle m'avait posé plein de questions. Et ça avait été vraiment une rencontre importante pour moi. Et là, de l'autre côté, c'est vrai que pour moi, je vois bien que chaque discussion avec un potentiel lecteur est une avancée vers l'écriture. C'est-à-dire que une question peut me conduire vers un personnage ou me dire « Ah ouais, tiens, c'est vrai que ce personnage-là, je ne l'avais pas vu de cette façon-là. » Et donc, ça fait avancer aussi. Donc, n'hésitez pas à parler aux auteurs que vous croisez. Et après, vous vous retrouvez dans les romans des auteurs. Voilà. Alors, on ne sait pas ce à quoi tu rêveras à Merlieu 2026. Rendez-vous dans quelques années, peut-être, aussi. Alors, ce livre, effectivement, il est très particulier. C'est un livre de non-fiction qui revient sur ton histoire personnelle. Et tu parles régulièrement du pouvoir de la littérature et du pouvoir de l'écriture comme d'un baume. Je crois qu'il y a le mot baume. Tu parles de glu, l'écriture comme une glu pour recoller, pour colmater. Est-ce que ce pouvoir de l'écriture, c'était une évidence ou c'est venu au fil de ton écriture ? C'est venu au fil de mon écriture. C'est-à-dire que alors, au début, vraiment ce que je voyais de l'écriture, la première fois quand vraiment je me suis dit que j'allais déposer un texte, là c'était cathartique pour moi, c'est-à-dire vraiment je pose le fardeau, en fait, je mets ce poids dans un espace conscrit que je maîtrise et donc ça me console. C'était ça. Et après l'écriture d'À crier dans les ruines, j'ai vu qu'il y avait une forme d'autorisation qui passait d'abord par l'écriture et par la fiction et que je m'autorisais après à faire des choses dans la réalité puisque je l'avais soit dit par mes personnages, soit mes personnages l'avaient fait avant moi, en fait, en quelque sorte. Par exemple, dans À crier dans les ruines, il y a une grosse partie qui se passe en Ukraine et je pense vraiment que j'ai écrit ce livre pour pouvoir y aller en étant légitime. Parce que je ne me sentais pas légitime d'y aller sans ça. C'est très étrange, hein, mais parce qu'effectivement, on pourrait se dire, bon bah, t'as qu'à y aller soit en bus, soit en avion, quand on pouvait. Voilà, c'est pas difficile. Et pourtant, si. Et l'écriture me permet ça. Permet de faire advenir certaines choses. Parce qu'en fait, quand on écrit, il y a des choses conscientes. Et en fait, il y a des choses aussi qui ne vont pas l'être et on va lâcher prise. Et au moment où on lâche prise, là, je crois, après il faudrait que je discute avec un psychanalyste, mais il y a quelque chose d'inconscient qui remonte et on se console, en fait on se répare. Voilà. Moi je vois ça vraiment. Et pour Page volée, je n'ai pas compris pourquoi je l'écrivais jusqu'à la quasi toute fin. Mais il fallait que je l'écrive. Et il n'était pas destiné à être publié. Hein. Non, non. Pas dès le début. Hein. C'est une conversation qui t'amène à le publier. Ah oui, et il fallait surtout pas qu'il... En fait, je ne pouvais pas l'écrire en me disant qu'il allait être publié. Ça, parce que sinon, je ne l'aurais pas écrit sinon. Oui, parce qu'il est très intime, très personnel. Oui, c'est ça. Alors après, je pense pas... il n'y a rien de voyeuriste. Ah non. Non, mais bien sûr, ton enfance, sur la blessure originelle. Oui, c'est ça. Dont tu parles... Écrire, n'est-ce pas, élargir la blessure originelle et être dans un même mouvement le remède de ce poison en moi. Oui. Donc il y a à la fois la douleur et la réparation et la consolation dans un même mouvement. Exactement. Presque paradoxal. Oui, c'est ça. Oui.
En fait, ce livre, c'est presque une exégèse de tes premiers romans, je trouve. C'est vrai. Où tu reviens sur l'écriture de chacun d'entre eux. Oui, c'est vrai. Oui, en fait, il y a pas mal de lecteurs qui sont venus à mon écriture avec Pages volées et qui ont justement fait le chemin à rebours. Et d'autres qui avaient lu les premiers et qui m'ont dit « Ok, je vais relire les premiers textes, comme ça je comprendrai certains mouvements. » Et d'où chacun est né aussi, tu expliques un peu l'origine de... C'est ça, mais c'est vrai que c'est en fait, l'écriture de Pages volées, je ne sais pas comment dire ça, c'est-à-dire que c'est un livre vraiment qui a comblé quelque chose. Et les lecteurs, quand j'en parle avec eux, ils me disent ça aussi. Ils me disent que loin d'être quelque chose sur mon histoire, c'est quelque chose qui les a fait réfléchir sur leur propre histoire et qui les a consolés parfois, ou qui leur a permis d'avancer. Et là, dernièrement, il y a Sigolène Vincent qui a publié La Requine, qui aurait pu être aussi un texte, j'aurais pu en parler. Et en fait, on s'est rencontrés, on se connaissait par amis interposés, mais on ne s'était jamais vus. Et le hasard a voulu qu'à Villeneuve-sur-Lot, on soit côte à côte. Donc, on commence à discuter. Et le dimanche, à midi, elle me parle, en fait, je raconte Pages volées, comment... Et elle me dit, non mais là, il faut que je le lise. Donc elle le lit. Il y a des coïncidences à l'intérieur où là, on se dit qu'on s'est bien entendu, mais qu'en fait, c'est comme si, à travers l'écriture, il y avait des choses qui nous reliaient au sein des livres, alors que, en fait, il y a quelque chose avec le chanteur Jean-Jacques Goldman. Et ça, j'en avais pas parlé le dimanche. Et quand elle l'a lu, elle me dit, mais c'est juste incroyable, cette coïncidence-là. Et là, elle a sorti donc un livre qui s'appelle La Requine. Et elle m'a dit un mot vraiment touchant. Elle m'a dit qu'elle pense qu'elle a commencé l'écriture de La Requine. Elle s'est autorisée La Requine, qui est un récit aussi, donc qui est hors fiction, alors qu'elle écrit de la fiction, après avoir lu Pages volées. Et cette autorisation à se dire, en fait. Waouh, voilà, c'est juste génial ce que produit la littérature, c'est-à-dire que ça permet d'oser, ça permet de réfléchir sur soi-même, donc d'avancer, de grandir. Le pouvoir de la littérature, effectivement, c'est quelque chose qui est très présent d'ailleurs dans Pages volées, avec ce rapport à la langue aussi. Oui. Tu parles de l'émancipation, alors tu reviens sur un épisode sur la lecture de l'Albatros. Et oui. Je me souviens de mon émancipation par la littérature en classe de première. Et c'est à travers cette révélation qu'est le poème de Baudelaire, qui est aussi une autorisation pour toi, adolescente, à prendre la parole, à oser prendre la parole. Oui, tu parlais de cette audace, de cette autorisation. C'est aussi ce qu'on retrouve dans ton livre. C'est ça. Oui, c'est vrai, parce que j'étais vraiment une enfant mutique, en fait, presque sauvage. Et de voir, notamment avec ces poètes dits maudits, une forme... En fait, dans ces vers-là, les poètes disent le côté incomplet, le côté la souffrance, la différence. La différence, complètement. Et de dire, mais en fait, on peut même, 2 siècles après, l'étudier en classe. Ça veut dire qu'ils sont super importants. Donc ça veut dire qu'on peut parler de soi en tant qu'être différent, et ça peut parcourir les siècles. Super. Enfin voilà, c'est vraiment une grande révélation, une autorisation à être. Ouais. Alors tu parlais de grandir, on va peut-être passer à le dernier roman, où il est question de grandir avec cette jeune fille de 17 ans, donc Le Reste du Monde. Alors Le Reste du Monde, il a une particularité, c'est qu'il s'inscrit dans une trilogie. Hop.
trilogie écrite par 3 autrices différentes. Oui. Dans une même collection, dans une même maison d'édition toute jeune, d'ailleurs. Oui. Tu peux nous parler de la genèse parce que la genèse du projet et aussi celle du roman, d'une certaine manière. En fait, donc on a donc 3 romans qui ont, en fait, ils ont chacun un personnage, une héroïne, donc qui a 17 ans. Elles vont passer le bac en fait à chaque fois dans l'année. Et donc, même si les histoires sont complètement indépendantes, on va avoir des liens entre chaque histoire, c'est-à-dire qu'on va retrouver des personnages dans, par exemple, mon personnage d'Alia se retrouve dans les 2 autres, ou alors on va retrouver des personnages secondaires également, des lieux. Les personnages se croisent. Voilà. Alia, elle fait notamment de la photographie et donc à un moment, l'héroïne d'Une bonne fille, elle va croiser les photographies d'Alia mais sans savoir que c'est Alia. Voilà, on s'est bien amusé à faire des petits clins d'œil. Voilà, c'est-à-dire que quand on peut lire un livre, 2 ou 3, on peut les lire dans n'importe quel sens parce qu'on a travaillé sur le fait de ne pas révéler non plus les choses. Et donc voilà, on s'est vraiment bien amusé. Généralement, quand on écrit tout seul. Et là, on avait toujours... on a créé un groupe WhatsApp pour savoir où on en était dans l'écriture. On s'est fait lire aussi nos différents synopsis pour tirer des fils et les mettre dans notre propre synopsis. Après, une fois que le livre a été écrit, on s'est envoyé les scènes, puisque en fait, il fallait que ce soit exactement les mêmes choses, enfin les mêmes mots, etc., au même moment. Enfin voilà, on s'est vraiment beaucoup amusé. Et l'origine de ce projet, c'est 3 couvertures. 3 couvertures, c'est ça. C'est-à-dire qu'habituellement, on arrive chez l'éditeur avec un texte déjà écrit ou alors une idée de synopsis. Alors que là, ce sont les éditrices qui... alors, c'est une directrice artistique qui a rêvé ces couvertures avec une ligne, une petite ligne. Voilà. Donc moi c'est l'histoire d'une jeune fille qui quitte un pays en guerre et qui arrive en France et qui se sent complètement en marge des autres. Voilà, il y avait juste ça. Et donc cette directrice artistique disait ce serait tellement génial si des autrices s'en emparaient. Et donc les éditrices de la Maison Ladoux se sont emparées de cette idée en disant ok, on va proposer cette idée incroyable qui est à l'envers et qui... moi, j'avais un titre, j'avais le petit pitch, le titre, le reste du monde et la couverture. Et donc, si Alia elle fait de la photographie, c'est justement parce qu'il y a ses yeux aussi sur la couverture. Sinon, j'aurais peut-être inventé une autre histoire. C'est à partir de là que tu as rêvé le personnage d'Alia. C'est ça, exactement. Ouais. Alors Alia, tu l'as rêvé avec une thématique quand même qui est assez forte et assez présente aussi dans tes autres livres, qui est la question de l'exil. Oui. Puisque donc Alia, elle fuit avec sa petite sœur l'Ukraine en guerre. Oui. Donc le roman commence au moment où la Russie envahit l'Ukraine. Et donc les parents d'Alia et d'Oksana décident de les envoyer en France parce qu'ils ont une connaissance... Qui est en France pour préserver leurs 2 filles. Et c'est vraiment ce point de départ. On peut peut-être lire un extrait qui n'est pas tout à fait le début, mais qui est dans ce moment moment où elles partent toutes les 2. Déjà, il y a tout ce périple dans les premiers chapitres. Il y a déjà le fait de se séparer de la famille et puis ensuite le chemin de l'exil. Alors après, il faut savoir que au départ, donc c'était Stéphanie et Sophie qui seront là aussi à la fête du livre de Merlieu. Voilà. Qui sont allées. En fait, elles avaient envoyé une dystopie à l'éditrice et l'éditrice leur a donné rendez-vous pour parler de ça et c'était pas pour leur parler de cette dystopie, mais pour leur présenter ce projet.
Et donc au départ, il était question d'écrire les 3 textes, mais à 4 mains. Et donc Sophie et Stéphanie avaient déjà pas mal de choses sur le feu. Et donc elles ne pouvaient pas, parce que ça voulait dire une écriture à 4 mains pendant 3 ans, ça allait être un peu compliqué vu leur... agenda. Voilà. Et donc elles se sont dit plutôt, on aimerait bien écrire un texte chacune. Donc il en restait un, le reste du monde. Et Stéphanie, je la connais depuis pas mal de temps, puisqu'on est professeurs toutes les deux. Et quand elle a vu que le dernier qui restait, c'était le thème de l'exil, elle a dit à l'éditrice, en fait, moi je connais quelqu'un qui a l'exil chevillé au corps, en quelque sorte. Et donc elle m'a appelée, et quand elle m'a dit, est-ce que ça dirait d'écrire un livre qui parle d'exil, je n'ai même pas réfléchi à mon agenda, j'ai dit oui, ok. Et puis après, j'ai vu comment j'allais pouvoir l'insérer dans mon agenda, mais vraiment, c'était important pour moi de parler de ce thème-là, parce que j'avais vu aussi des enfants arriver, en fait, des enfants ukrainiens arriver. Et au-delà de l'exil, je trouve que même quand on fait un déménagement, quand on déménage, quand nos parents déménagent et qu'on arrive même dans la même région, hein, mais à 30 km de là où on était, je pense qu'un adolescent le vit comme un exil, parce que tout est complètement coupé. Et donc, je vois souvent des adolescents arriver qui n'étaient pas là l'année précédente et qui ont tout à réapprendre. Et donc, je voulais mettre ça. Au-delà de... Bien sûr, ce thème de l'exil est important, mais il y a pas mal d'ados lecteurs qui se sont retrouvés justement parce que le fait d'être coupé de ses amis à 8 ans, c'est vraiment un véritable exil pour eux, quoi. Oui, c'est l'exil sous toutes ses formes. Il y a un exil parfois à soi, simplement aussi. C'est ça, qu'on retrouve complètement. Et donc là, ok. Cela fait déjà plusieurs heures que nous sommes partis. Malgré les secousses du bus, j'essaie de me caler et de m'endormir sans y réussir. Les chemins fuyants, les silhouettes sans nom et les cités sans repère, toutes ces nouvelles choses me terrifient. Mais la main de ma sœur, si petite, si douce, si innocente encore, me force à me montrer plus adulte que je ne le suis vraiment. Oksana s'est endormie. Sur son bras, comme sur le mien, maman a écrit nos prénoms, nom, âge et son numéro de téléphone, ou plutôt celui de l'hôpital. Elle ne cessait de répéter que si jamais quelque chose nous arrivait, au moins les gens sauraient qui nous étions et pourraient la prévenir. Elle n'avait qu'une seule crainte, que ces inscriptions ne s'effacent. « Surtout, faites bien attention, c'est précieux !» nous répétait-elle en tapotant notre avant-bras. Je caresse celui de ma sœur qui continue de dormir. La capacité des enfants à vivre l'instant présent m'étonne. Toujours dans le jeu, dans notre mission pour son héroïne, elle a plutôt bien vécu les au revoir avec maman. On lui a expliqué avec des mots simples qu'il y avait des conflits, mais que les adultes, et surtout sa sœur, feraient tout pour la protéger. Sans minimiser le danger, mais avec des mots apaisants. J'ai l'impression que nous avons réussi. Mikola n'a pas pris la peine ou le temps de nous embrasser. Il a toujours eu cette pudeur, ne pas montrer ses émotions, de peur de s'effondrer. Alors, il est parti se battre, comme ça, sans se retourner. C'est un mal pour un bien. Je n'ai pas eu besoin de raconter à Oksana pourquoi il partait. Autant la protéger aussi longuement que je le pourrais des affres de cette guerre. Entre ses mains, elle tient avec fermeté une petite boîte en carton dans laquelle elle a mis la peluche Tigrou. Ma sœur a pris soin de l'entourer de morceaux de coton. Elle aussi, elle veille sur quelqu'un. Dans le bus, personne ne parle, et pourtant l'air est lourd de ces vies laissées derrière nous. De l'autre côté de l'allée, une jeune femme dort, le visage incliné vers l'avant. Ses lunettes, posées sur le bout de son nez, glissent peu à peu. Bientôt, elles seront tombées sur ses genoux. Sans doute est-ce mieux de ne pas voir ce qui nous entoure. La file indienne des voitures et des bus donne une impression étrange. Nous allons tous dans la même direction, comme si rien derrière nous n'existait plus. Les villages que nous traversons sont déserts, les volets fermés, la nuit et le silence partout.
mais pas un silence apaisé et serein. Un silence pesant, plein de ce qu'on ne pourra plus se dire, de nos vies chamboulées. On dirait un jeu vidéo qui se déroulerait lors d'une ère post-apocalyptique, mais pour de vrai. Et dans ce jeu, je suis celle qui fuit, je ne suis pas une héroïne. Et pourtant, celle qui fuit, elle devient l'héroïne pour sa sœur. Oui. Tu parlais tout à l'heure de l'héroïsme à hauteur de chacun. Oui. Et effectivement, ici, Alia, elle devient une héroïne pour sa sœur parce qu'elle va vraiment la protéger, elle va lui montrer le chemin. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'elle ne peut pas trop se dire ça, elle. Mais peut-être que c'est là le véritable sens des relations aux autres. C'est-à-dire que ça va être les autres qui vont nous montrer notre propre valeur, peut-être. Notre propre héroïsme, peut-être. Parce que c'est un roman sur le fait de grandir, de s'émanciper. Alors ici, c'est une émancipation qui est forcée, puisqu'elle se retrouve du jour au lendemain dans un pays qui n'est pas le sien, dans une langue qui n'est pas la sienne. Et elle va devoir se créer de nouveaux repères. Ce personnage d'Alia, donc tu parlais tout à l'heure des élèves allophones que tu avais pu accueillir. Il y a justement des figures d'élèves qui ont pu nourrir ce personnage d'Alia et les autres personnages d'adolescents qui parcourent le roman. Oui, tout à fait. En fait, pour celui-ci, plus que pour les autres encore, j'ai voulu faire un clin d'œil à mes élèves. Et donc, le hasard a voulu que lorsqu'on m'a proposé ce projet avec Alia, parce que c'est Ali ou Alia, j'avais une Alia dans ma classe. Et alors que ce n'est pas un prénom vraiment courant. Et donc, j'aimais cette idée. C'est-à-dire que... Alors, Alia, elle a... Alors, la Alia du texte n'est pas la Alia que j'avais en tant qu'élève, mais l'Alia que j'avais dans la réalité, c'est une jeune fille très forte. C'est-à-dire qu'elle a... Donc moi, je l'ai eue quand elle était en 4e, mais en 6e, elle est tombée gravement malade. Et en fait, elle faisait l'école à la maison, enfin le collège à la maison. Et elle voulait à tout prix faire du latin. C'était vraiment sa marotte. Non mais moi, j'ai envie de faire du latin. Donc elle faisait du latin à la maison. Et donc quand elle est arrivée en 5e, elle avait déjà un an d'avance en latin, en fait, en quelque sorte. Et en 4e, pareil, elle avait une soif de découverte, de curiosité qui est immense. Et je voulais mettre de cette Alia-là dans mon personnage. C'est-à-dire une force qui dépasse tout, en fait, qui est au-delà de tout. Une force de vie. Force de vie qui va aussi affronter les garçons qui l'accueillent mal, où elle dit, voilà, si être une fille, c'est aussi s'adapter, c'est être fière de soi. Il y a une affirmation de cette Alia aussi dans cette force-là. Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est parce que dans mon établissement, on accueille aussi des élèves de foyer. Et là aussi, je voulais justement rendre compte de leur vie dans les foyers. Voilà, c'est pas forcément très évident de vivre dans des foyers. Donc voilà, c'était une façon aussi de mettre la lumière sur eux. Parce que Alia et sa sœur, quand elles arrivent en France, elles se retrouvent dans un foyer. Et effectivement, elles doivent faire face à tous ceux qui ont déjà leurs habitudes et elles doivent s'intégrer. Et parfois, c'est difficile, outre le fait qu'elles se retrouvent seules. Oui, complètement. Mais les jeunes, la jeunesse que j'ai en face de moi, je trouve qu'il y a une forte capacité d'adaptation. Et voilà, une force de vie qui est toujours là. Donc voilà, c'était malgré les méandres, si je puis dire, il y a ça qui est là. Et d'où cette thématique de l'urbex aussi. C'est-à-dire que dans ce sanatorium, dans cette ruine, elle trouve une forme de vie et de sens aussi. Parce que outre les paysages très urbains dans lesquels, puisque Alia, elle va découvrir aussi les rues de Paris, elle va apprendre à prendre le métro,
Et elle va aussi effectivement avoir l'occasion de sortir de ces paysages urbains et pour aller explorer avec d'autres adolescents ce sanatorium. C'est vrai. Qui est en dehors de la ville. Encore un lieu qui est en ruine, qui est dans les disparitions, mais qui a une histoire. Oui, voilà. Moi, qui me fascine en fait. Et là, c'est un lieu réel. Oui. Ah oui. Qui existe. Oui. Il y a des lecteurs qui m'ont demandé justement si on pouvait aller le visiter. Alors là, en fait, ça fait partie maintenant d'un complexe immobilier, c'est-à-dire que ça va être rénové pour que ça puisse être habité. Donc là, je ne pense pas que la magie de l'urbex soit encore là, mais bon. C'est la magie de l'imagination c'est ça. doit travailler. Mais c'est vrai que dans le livre, par exemple, il y a un Ottavio aussi, et j'avais un Ottavio en classe, et donc quand ils ont... C'était marrant de découvrir, en fait, parce qu'ils ont découvert... Alors, voilà, avec Ottavio, et donc... Et Sophie, il y a aussi une Sophia. Et en fait, pour la petite histoire, elle s'appelle Sophia parce que une très bonne amie d'Alia dans la vraie vie s'appelle Sophia. Et donc, voilà, je voulais vraiment faire un clin d'œil à ces élèves-là. Alors, Alia ne va pas à la bibliothèque, elle va dans une librairie à un moment. Et ça me fait la transition avec l'actu bibliothèque. Donc là, on passe la parole à Savine pour l'actu bibliothèque. Donc vous êtes ici dans la bibliothèque de Coucy-Château, dans la partie jeunesse. On a 2 espaces, une partie jeunesse et une partie adulte à l'étage supérieur. C'est une bibliothèque grâce à des bénévoles. On fait partie du réseau PIC Lecture, donc le réseau de la communauté de communes de Picardie des Châteaux. Et avec ce réseau, on fait des animations diverses. On fait aussi avec nos bénévoles des ateliers. On ouvre également le premier dimanche de chaque mois en même temps que le marché paysan, ce qui nous permet d'avoir d'autres auditeurs, d'autres lecteurs. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Des ateliers pour les enfants. On participe au fil rouge avec la bibliothèque départementale de Près de l'Aisne. Et d'ailleurs, autour de moi, il y a plein de fonds de la bibliothèque départementale de Près, puisqu'ils ont changé, ils ont mis tout en RFID, donc on a changé notre fond et on n'a plus qu'à ranger tous nos livres. Donc des nouveautés à partir de juillet dans la bibliothèque de Coucy-Château. N'hésitez pas à venir. Merci Savine pour ce petit moment d'actualité de la bibliothèque de Coucy. Et maintenant, on vous passe la parole à vous. Avez-vous des questions, des remarques par rapport à cet échange, par rapport au livre d'Alexandra, par rapport à son parcours d'autrice? Ça donne envie de le découvrir, en tout cas. Ah, c'est gentil, merci. Oui, moi je dis, bon, vous avez dit que vous étiez partie de paysage, alors quel est le paysage du prochain? Ah, alors le prochain qui sort en novembre, c'est la mer, l'océan. Et alors pour le coup, effectivement, le lieu est très important. Ouais, le lieu est vraiment très important. C'est un lieu que je connais depuis 2 ans à peu près. Alors la mer pour moi est vraiment importante. Dans Page volée, il y a pas mal de liens. Enfin, je viens de Normandie, donc voilà. Pour moi, je suis une fille de la mer, je pense. Et là, j'avais vraiment envie de travailler autour de l'océan, autour de cette liberté. Et donc, voilà, c'est l'océan. Donc, roman que nous aurons peut-être en avant-première à la fête du livre de Mérieux et qui est écrit à 4 mains. C'est ça. Avec Stéphanie Pellerin. Oui. Ouais. L'autrice du songe du homard. C'est ça, exactement. Et on s'est beaucoup amusé à écrire ce livre parce que on vient d'univers différents. Et en fait, donc on se connaît depuis peut-être pas loin de 20 ans. Donc avant nos publications. Et elle a écrit sur le blog aussi, sur l'atelier d'écriture. Donc en fait, on a grandi en fait ensemble en quelque sorte. Et c'était assez marrant de voir. Moi, c'est un livre qui vraiment m'a fait du bien lors de l'écriture. Je me suis mise dans la
propos d'une dame de 70 ans. Et parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont cet âge-là et je les trouve très actifs, très, enfin voilà. Et donc voilà, c'est la rencontre en fait entre une personne de 70 ans et une autre personne qui a 21, 22 ans. Voilà. Et donc Stéphanie a écrit la personne de 21 ans et moi l'autre personne. Et autant, c'est vrai, dans nos écritures, en fait, on s'est dit des choses à travers l'écriture. Et on a terminé vraiment l'écriture en larmes. Enfin voilà, c'était... Ouais, ça nous a fait plein de choses. Ouais, et j'espère que ça se voit. Que ce plaisir-là qu'on a pris se voit, mais je pense, je ne vais pas m'avancer à de trop, mais je crois que ça se voit quand même dans cette histoire. Les 2 romans vont paraître ensemble? C'est un seul roman. Ah, c'est un seul roman. Ouais. D'accord. Ouais. C'est une pratique assez récente quand même, que cette écriture à plusieurs mains. Ah bah pour moi, oui. Et alors je ne sais pas si... Oui, peut-être que... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après cette fausse trilogie, on ne voulait pas arrêter d'écrire. Parce que quand on écrit seul, on peut avoir des doutes, on est vraiment dans notre univers, et donc ça nous enlève un petit peu de la réalité. Alors que quand on écrit à plusieurs, il y a toujours une personne pour écrire dans le groupe, on s'envoie un nombre incalculable de messages. Et surtout, quand on dit « Ah, là, j'y arrive pas trop » ou « Là, je patine » ou « Là, j'ai pas le temps », il y a toujours quelqu'un pour jouer la locomotive et pour dire « Non, mais c'est bon, là, on y va ». Et donc, on est là « Bon, ok, on y va ». Et donc, on voulait pas arrêter tout ça. Donc, on a aussi un projet qu'on est en train... là, on est en train de le commencer. Donc, là, c'est un projet Ladou, mais pour fin 2027. Et le livre... je ne sais même pas si j'ai le droit d'en parler, mais en gros, il y a ce ne sera pas 3 romans, mais 1 roman, donc plus gros, et je ne peux pas trop dire plus de choses, mais là, on est vraiment sur une écriture où c'est, là pour le coup, Sophie, moi, Stéphanie, enfin voilà, donc on est vraiment entrelacés, on a fait une résidence d'écriture de quelques jours pour faire tout le chemin de fer, ce qu'on appelle le chemin de fer, donc pour vraiment dire, alors là, dans ce chapitre-là, je raconte ça, puis ensuite, dans ce chapitre-là, tu racontes ça, enfin, c'est... même si on a 3 personnages différents, avec une voix différente, c'est important de mêler tout ça. Et avec Stéphanie, en fait, on voulait écrire aussi avec Sophie, ce texte-là. Et finalement, Sophie, après, n'a pas pu parce qu'elle était engagée sur une autre écriture. Donc, avec Stéphanie, on ne voulait pas... on voulait... Voilà, oui, voilà, parce que c'est un concept aussi, vous verrez à Merlieu. Il y a tout un concept derrière, dont je ne peux pas parler. Parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Et ce concept-là, comme tout concept, c'est-à-dire qu'il faut que ça arrive vite parce qu'un concept peut être pris. Et donc voilà, on a écrit à 2 et c'est vrai que c'est la première fois. Mais c'est effectivement, ça met à nu aussi parce que avec Stéphanie, là, on met, une fois que le chapitre était écrit, on le mettait sur le drive pour que l'autre le lise, alors que quand on écrit seul, moi je relis indéfiniment ce que j'ai écrit pour changer une virgule, changer de place, etc. Et là il fallait dire ok, je mets le chapitre, mais avec toutes ses faiblesses, il peut y avoir des choses qui ne vont pas, et donc c'est une réelle forme de confiance, effectivement. Parce que quand on écrit, si l'autre dit alors là ton chapitre franchement ça va pas du tout, c'est briser un élan aussi. Donc là ça n'a pas été le cas, mais donc c'était bien. Donc nous avons hâte de le découvrir et pour patienter d'ici là, il nous reste à lire tous les livres d'Alexandra et des autres auteurs avant et des autres
auteur, autrice invitée à la fête du livre de Merlieu. Donc on te retrouve le 4 octobre, accompagnée de Sophie Noël et de Stéphanie Pellerin et des autres. Merci Alexandra de t'être prêtée à l'exercice. Merci à vous. Merci à la bibliothèque de Coucy, à l'équipe des bénévoles de nous accueillir. Merci à l'équipe de la Picardie des Châteaux qui est derrière les caméras et du côté de la logistique. Et on se retrouve donc en septembre. Merci. Merci.